Quand on fait sa liste de courses mentale le matin, on pense au gel douche, au poireau, à l'huile d'olive. Mais il y a un truc qu'on utilise tous des centaines de fois par jour et qu'on oublie systématiquement. Je parie qu'on ne parle pas de café là. Et non, raté, on parle du HTTP. Plus de 90% des échanges sur le web reposent sur ce protocole qui est totalement invisible. C'est clair. On voit ces 4 lettres dans la barre d'adresse de temps en temps, mais c'est tellement abstrait qu'on n'y fait même plus attention. Exactement. Et du coup, la mission de notre plongée en profondeur d'aujourd'hui, c'est de lever le voile sur ce chef d'orchestre. L'idée, c'est de décortiquer ce qui se passe vraiment, mais vraiment, quand on clique sur un simple lien. Et c'est une excellente mission parce que le HTTP, l'Hypertext Transfer Protocol, c'est pas de la magie. C'est un protocole client-serveur d'une rigidité absolue. C'est littéralement la grammaire qui structure le web. Ouais, et justement, il faut tout de suite casser une illusion que beaucoup de gens ont. On a souvent l'impression que quand on tape une recherche, Google nous envoie une page web visuelle, comme si on nous envoyait un fichier PDF ou une belle image finie, tu vois ? Ah oui, le fameux biais du rendu, alors que la réalité, c'est que le serveur ne fournit aucun design, il n'envoie que du texte. Juste du texte brut, ouais. Exactement. Du code HTML, du CSS, un peu de JavaScript, le serveur expédie les matériaux de construction et c'est le navigateur web, que ce soit Firefox ou Chrome, qui agit comme le maître de chantier. C'est lui qui assemble la maison à la volée. C'est ça. Le serveur de Google s'en fiche complètement de l'aspect visuel de la page sur un écran spécifique. D'accord, mais du coup, avant même que cette conversation entre le navigateur et le serveur puisse avoir lieu, il faut d'abord savoir à qui on s'adresse et comment le trouver. Bien sûr, et c'est là qu'intervient l'URL, le Uniform Resource Locator. C'est la base de ce qu'on appelle l'hypertexte, ces fameux liens cliquables qui relient les documents entre eux. Et une URL, c'est pas juste une adresse, c'est plein de morceaux collés ensemble, non ? Totalement. Il y a le protocole d'abord, donc comment accéder à la ressource, le HTTP ou le HTTPS. Ensuite, le nom de domaine, genre l'adresse du serveur. Il y a aussi le port réseau, qui est souvent invisible parce qu'il est là par défaut. Ouais, c'est le port 80 pour le HTTP classique et 443 pour le HTTPS, c'est ça ? Exactement. Et enfin, on a le chemin d'accès vers la ressource, genre un fichier index.php, et parfois des petites variables à la fin. Mais le truc fou, c'est que le nom de domaine, le fameux google.com ou wikipedia.org, la machine s'en moque complètement en fait. Ah les machines ne parlent pas avec des mots, elles parlent avec des adresses IP. Et c'est là que j'aime bien faire une analogie avec le répertoire d'un smartphone. Quand on veut appeler un ami, on clique sur son nom, on tape pas son numéro de téléphone de tête. C'est exactement le même principe. Acheter un nom de domaine, c'est juste réserver une adresse IP et lui coller une étiquette lisible pour les humains. C'est clair parce que retenir que Google, c'est l'adresse IP 8.8.8.8, ça va pour un site, mais pour tout le web, ça serait un enfer. Grave. Et c'est le système DNS qui fait l'annuaire et qui traduit ce nom en adresse IP. Mais du coup, ça veut dire qu'avant même de parler en HTTP, il y a déjà une requête réseau juste pour trouver l'adresse. Et une fois qu'on a l'adresse IP, on pourrait se dire « Super, le navigateur envoie sa demande HTTP ». Bah non, toujours pas. Et non, il faut d'abord établir la connexion physique et logique. C'est le fameux protocole TCP. La poignée de main en 3 temps, le three-way handshake. C'est ça. Le navigateur dit « Bonjour, je veux te parler » avec un paquet SIN. Le serveur répond « J'ai bien reçu, je suis prêt » avec un SIN AK. Et le navigateur confirme avec un dernier ACK. C'est seulement après toutes ces politesses qui coûtent de précieuses millisecondes que le HTTP entre en scène. Et c'est là qu'on commence à utiliser les fameux verbes du web. Oui, les requêtes HTTP sont basées sur des verbes d'action. Le navigateur doit dire ce qu'il veut faire avec la ressource. Le plus connu, c'est le GET, j'imagine. Le GET, oui, pour récupérer ou lire une donnée. C'est l'action par défaut quand on navigue. Mais on a aussi le POST pour envoyer des données, par exemple quand on valide un formulaire. Il y a aussi le PUT pour modifier ou remplacer et le DELETE pour supprimer. Mais il y a un truc central avec ces verbes, et avec le HTTP en général, c'est cette histoire de mémoire, ou plutôt d'absence de mémoire. Le fameux concept du stateless ou protocole sans état, ouais. En fait, le protocole HTTP ne garde absolument aucun historique des interactions. Et ça, c'est quand même un concept assez contre-intuitif. J'avais noté une analogie super marrante là-dessus. C'est comme un serveur dans un café qui serait totalement amnésique. Amnésique, c'est-à-dire ? Le client commande un café. Le serveur se retourne pour le préparer. Et quand il revient,
il a complètement oublié qui lui a demandé ce café. Il faut que le client porte un badge avec son nom dessus en permanence pour que le serveur sache à qui donner la tasse. C'est une super métaphore. Et le badge en question sur le web, c'est le cookie. Parce que sans ça, impossible de rester connecté à son compte ou de garder un article dans son panier d'achat. Mais c'est quand même fou, non? On utilise un protocole qui oublie tout instantanément pour construire des sites où on est censé rester connecté pendant des heures. Ça a l'air d'une énorme contradiction, oui, mais en fait, cette absence d'état, c'est précisément ce qui permet au web d'être aussi rapide et de supporter des millions d'utilisateurs. Comment ça? Si le serveur devait mémoriser l'état et l'historique de chaque personne connectée, sa mémoire saturerait en quelques minutes. En déléguant cette mémoire au client via les cookies envoyés dans chaque requête, le serveur reste léger. Il traite la demande et hop, il passe à la suivante sans rien stocker. D'accord, je comprends. Sauf que les cookies classiques, ça obligeait quand même le serveur à vérifier dans sa base de données si le fameux badge était valide à chaque fois, non? C'est vrai, et c'était lourd. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup les tokens JWT, les JSON Web Tokens. C'est quoi la différence concrètement? Le serveur signe mathématiquement ce jeton lors de la connexion. Du coup, aux requêtes suivantes, il n'a même plus besoin de consulter sa base de données. Il fait juste un petit calcul rapide pour vérifier la signature du JWT. C'est brillant d'efficacité. C'est dingue. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire, les get, les posts et notre badge JWT, j'aimerais bien qu'on soulève le capot. Comment ça circule vraiment sur le réseau, tout ça? Pour ça, les développeurs utilisent souvent des logiciels d'analyse réseau comme Wireshark, qui scannent les trames de données. Et ce qu'on voit, c'est que la requête HTTP, c'est hyper structuré. Il y a deux grandes parties, c'est ça? L'entête et le corps. Voilà le header et le body. Le header, ce sont les métadonnées. C'est là que le navigateur précise le type de fichier attendu, le protocole utilisé, souvent HTTP 1.1, et c'est là qu'il glisse les fameux cookies dont on parlait. Et le body, c'est pour le contenu de la requête elle-même. Mais ce qui est fascinant, c'est la différence de traitement entre un get et un post quand on regarde dans Wireshark. Ah oui, la danse réseau, hein. C'est ça. Un get, bon, c'est simple, ça part d'un coup. Mais un post, surtout s'il y a un gros formulaire ou un fichier lourd, le navigateur fait ça en 2 étapes. C'est un peu comme appeler quelqu'un au téléphone avant de lui envoyer un colis énorme. Exactement. Imaginons qu'on veuille uploader une vidéo de 2 gigas. On ne va pas balancer 2 gigas sur le réseau à l'aveugle. Ben non, si le serveur est en panne ou si on n'a pas les droits, on aura saturé la bande passante pour rien. C'est pour ça que le navigateur envoie d'abord uniquement le header du post avec une petite mention spéciale qui dit « expect » sans tiret continue. En gros, il demande « Tu es prêt à recevoir mon gros colis ?» Voilà. Et si le serveur, disons un serveur Apache ou Nginx, est d'accord, il renvoie un code temporaire pour dire « Ok, c'est bon, envoie le body ». Une vraie mécanique de politesse, réseau, c'est génial. Et puisque tu parles du retour du serveur, c'est le moment d'aborder le fameux verdict, la réponse HTTP. La réponse, c'est le moment où le serveur renvoie son header, son body, avec le code HTML dedans, mais surtout sa pièce maîtresse, le code de statut. Le fameux code à 3 chiffres. On a tous déjà vu un 404 dans notre vie. Bien sûr, et ces codes sont classés par centaines. Les 100, on vient d'en parler, ce sont des informations temporaires. Les 200, c'est le succès. Tout s'est bien passé. Le fameux 200 OK. Et les 300? Les 300, ce sont les redirections. Ça dit au navigateur, la page que tu cherches n'est plus ici, va plutôt à cette nouvelle adresse. D'accord. Mais alors quand ça casse, on rentre dans les 400 et les 500. C'est quoi la nuance entre les deux? C'est très simple. La centaine définit le coupable. Les erreurs 400, c'est la faute du client. Ah, donc le 404 not found, c'est de ma faute. Mais oui, tu as demandé une URL qui n'existe pas ou tu as fait une faute de frappe. Le serveur va très bien. Il te dit juste qu'il n'a pas ce que tu demandes. Idem pour la fameuse erreur 403 forbidden, très connue des développeurs. Le client essaye de forcer l'accès à un dossier interdit. Ok, donc les 400, c'est l'utilisateur qui fait n'importe quoi. Et les 500 alors? Les 500, là c'est le drame côté serveur. C'est l'infrastructure qui a planté. Une erreur 500 générique, c'est souvent un crash du code côté back-end. Et il y a ce code qu'on voit de plus en plus, le 502 bad gateway. C'est dû à quoi exactement? Ça, c'est un effet direct des architectures cloud modernes. Aujourd'hui, on n'a plus un seul gros serveur. On a un serveur frontal, un proxy, qui dispatche les requêtes vers plein de petits serveurs internes. Les microservices, c'est ça? Exactement. Et le code 502 se produit quand le proxy frontal va très bien, il reçoit la requête du client, il essaye de l'envoyer au petit serveur interne. Mais le petit serveur interne ne répond pas.
Voilà, il est planté ou injoignable. Donc le proxy revient vers le client et affiche ce fameux 502 BAT Gateway. C'est lui qui dit « Désolé, le collègue à qui je devais transférer ta demande est tombé dans les pommes. » C'est fascinant de voir toute cette logique métier. Mais il y a un truc qui me donne carrément le vertige, c'est quand on repense à l'analyse de Wireshark et qu'on descend encore plus bas dans les couches du réseau. On a parlé de texte, de code de statut, mais en vrai, physiquement, ce ne sont pas des lettres qui voyagent. Ah non, toute cette belle structure textuelle, elle est convertie par nos cartes réseau. D'abord en hexadécimal. Et ensuite en binaire, une soupe de 0 et de 1. Et même ça, le binaire, c'est encore une abstraction. Dans le monde physique, ces 0 et ces 1 se transforment en impulsions réelles. C'est ça qui est dingue. Sur un câble réseau en cuivre, ces requêtes HTTP, ce sont juste des variations de tension électrique. Et dans les câbles sous-marins qui relient les continents, ce sont des impulsions lumineuses envoyées par des lasers dans des fibres optiques. On passe d'une intention humaine du genre « je veux voir la page Wikipédia des poireaux » à un texte hyper normé, puis à des lasers qui clignotent sous l'océan à la vitesse de la lumière, pour finir par redevenir du texte sur un serveur à l'autre bout du monde. C'est vertigineux. C'est le mot. Et tout ce voyage, ces requêtes, ces validations en 2 temps, ce balai électrique, ça se produit pour absolument chaque clic qu'on fait sur Internet. Et aujourd'hui, heureusement, on ne fait plus ça en texte clair. Il faut quand même glisser un petit mot sur le HTTPS, le S pour Secure. Oui, indispensable. Et le HTTPS rajoute simplement une couche de chiffrement, le protocole TLS ou SSL, par-dessus notre connexion TCP. Avant même de lancer le fameux GET, les machines négocient des clés de cryptographie complexes. C'est ce qui rend nos échanges strictement confidentiels. Sans ça, n'importe quel routeur sur le chemin pourrait lire nos mots de passe ou nos tokens JWT en clair. Une vraie passoire, quoi. Complètement. Et pour conclure, je voudrais inviter tout le monde à une petite réflexion qui prolonge tout ce qu'on vient de dire. Depuis tout à l'heure, on décortique une requête HTTP. Mais quand on ouvre une page web moderne, un site d'actualité ou un réseau social, il se passe quoi en réalité? Oula, c'est loin d'être une seule requête. Le navigateur récupère le texte HTML et là, il réalise qu'il lui manque tout le reste. Bah oui, il lui faut le style CSS, donc hop, nouvelle requête HTTP. Il lui faut les images, donc 10 requêtes de plus. Les polices d'écriture, les scripts de pub. Exactement. Le navigateur orchestre silencieusement une symphonie de dizaines, voire de centaines de requêtes HTTP simultanées. Avec des dizaines de connexions TCP, de chiffrement TLS, de vérification d'état. Tout ça en quelques centaines de millisecondes. C'est un véritable miracle logistique quotidien qu'on considère pourtant comme totalement banal. Et la prochaine fois que quelqu'un râlera parce qu'une page met 2 secondes à charger, faudra se rappeler des millions d'impulsions lumineuses et de négociations cryptographiques qui sont en train de se battre en coulisses. C'est sûr que ça force le respect pour l'infrastructure réseau. C'est clair. Bref, une mécanique fascinante. Sur ce, merci pour cette analyse poussée de l'invisible Lumette. Avec grand plaisir. À très vite.